Avec quoi tu repars, hein? Pour moi, les UTD, c'est toujours un temps fort et c'est toujours un événement qui rebooste et qui donne envie juste de continuer sur notre lancée. Voilà, faut pas s'arrêter et au contraire, faut mettre un coup d'accélérateur et c'est toujours hyper enrichissant d'échanger avec d'autres acteurs qui n'ont pas forcément d'ailleurs le même point de vue que nous. Mais voilà, on se nourrit de ces échanges et de ces débats. Donc merci à TD de renouveler cet événement chaque année. C'est du bonheur. Nous sommes à Aix-les-Bains, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Se projeter, anticiper et prendre les bonnes décisions. L'expérience des stations de montagne. Bonjour, donc je suis Marie-Claire de l'entreprise Atemia. Je travaille en ingénierie touristique en tant que chef de projet et j'ai animé pour les universités du tourisme durable l'atelier Se projeter, anticiper et prendre les bonnes décisions avec les expériences des stations de montagne. Ce que j'ai particulièrement retenu, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique. Voilà, qu'on attendait peut-être des choses, des actions très concrètes et qu'en fait c'est un travail de longue haleine avec les acteurs du territoire pour déjà faire intégrer les changements à venir, donc à l'aide d'outils comme Clean Snow qui a été présenté pendant l'atelier. Donc un gros travail de pédagogie, de compréhension et Métabier est intervenu sur cette question-là et a passé beaucoup de temps avec beaucoup d'acteurs autour de la table pour faire intégrer ces connaissances et faire monter en compétence les acteurs du territoire pour ensuite pouvoir se projeter, quoi. Donc il s'agit pas de dire c'est quoi le futur désirable. Il y a vraiment ce temps d'imprégnation des données. C'est ce qui m'a marqué. Je suis Claire Le Boisselier, je suis chef de projet transition tourisme et loisirs sur le territoire du Haut-Doubs dans le cadre du programme Avenir Montagne. La station de Métabier en 2020 a anticipé la fin du ski. Ça veut dire a décidé finalement de ne plus faire d'investissement lourd sur le ski alpin et a décidé de s'organiser pour anticiper la fin du ski et donc de faire des investissements raisonnés pour qu'on puisse encore skier le temps qu'on a de la neige et qu'entre-temps, les équipes se préparent à une station qui ne vivra plus finalement du ski alpin. Cette transition vers une station de montagne et plus de ski alpin, elle se fait à différents niveaux. Tout d'abord, on embarque les équipes. On a un codir et puis des employés qui sont sensibilisés et qui ont adapté leur temps de travail. Aujourd'hui, il y a 20% de leur temps de travail qui est dédié à la transition pour travailler sur ces process-là. Et puis ensuite, finalement, anticiper la fin du ski sur la station de Métabier, ça embarque tout le territoire. Puisque aujourd'hui, la station de ski, ça représente 50% de l'économie touristique du territoire du Haut-Doubs. Donc, quand on prend la décision d'arrêter le ski alpin, on sait qu'on aura un impact sur le tourisme. Et donc, anticiper la transition du ski alpin, c'est s'ouvrir sur la transition touristique, d'où le fait que le périmètre aujourd'hui de mon poste, c'est bien le Haut-Doubs en général et pas uniquement la station de Métabier. Alors, il faut savoir que l'économie du ski alpin aujourd'hui, elle n'a pas d'équivalent. Donc, forcément, quand on indique qu'on va arrêter le ski alpin, ça a un retentissement parce que ça a un impact économique, mais aussi parce que sur le territoire, et comme d'autres territoires de montagne, la neige, c'est très symbolique et c'est identitaire. Et donc, parler finalement d'une fin de ski, c'est parler des problématiques d'enneigement. Et donc, ça touche beaucoup à l'identité. Donc, pour les acteurs, c'est pas forcément évident. Donc, il y a eu peut-être des dénis, il y a eu un refus, mais aujourd'hui, on a des acteurs qui sont fortement impliqués dans la transition en général de la station, mais aussi du territoire, très investis dans des ateliers qu'on peut organiser au quotidien. Ils sont à chaque fois très nombreux dans ces expériences qu'on mène. On est toujours dans l'accompagnement en changement. Ça demande du temps. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans, 4 ans, c'était peut-être plus difficile. Maintenant, après les hivers qu'on a passés, eux-mêmes se rendent compte finalement de la complexité. Et on parle beaucoup d'hiver, mais c'est pas que l'hiver la problématique. Aujourd'hui, la problématique de nos patrimoines naturels et de nos activités tourisme et loisirs, c'est aussi l'été, c'est aussi l'automne, bref, c'est sur toute l'année parce que on a d'autres problématiques qui sont pas liées que à la neige. On a aussi des problématiques liées aux scolytes
présent sur nos forêts d'épicéas. On a la problématique des ressources en eau et des potentielles contaminations des cours d'eau à cause de la hausse de la température. Et donc en fait, ce qu'on traite, c'est pas uniquement finalement la neige, et une partie économiquement elle pèse lourd, mais par rapport aux tous les autres sujets, les thématiques, finalement c'est qu'une partie. Et l'important, c'est de voir vraiment la problématique dans son ensemble, 360, parce que si demain on dit la station de Métabier, c'est plus une station de ski, mais c'est une station de montagne parmi un territoire finalement touristique attractif, ce territoire, il est aussi impacté par d'autres enjeux environnementaux et climatiques. Alors pour changer un petit peu les pratiques et peut-être l'imaginaire qu'on a autour de la neige, nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est de pouvoir sensibiliser nos clients. Et quand je dis clients, c'est à la fois des touristes qui viennent faire une semaine chez nous que des habitants, parce qu'on a beaucoup de pratiquants qui sont des locaux ou qui sont des gens proches de chez nous, de la Suisse ou de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, au niveau de la station, on a créé une exposition pour qu'ils aient toutes les informations. On va un peu loin, on leur demande même de faire leur bilan carbone s'ils le souhaitent sur place. Ensuite, on a une sensibilisation de nos équipes pour que les équipes puissent répondre aux besoins et expliquer ce qui est en train de se passer sur le territoire. Et sont à la fois les équipes de la station, mais aussi les équipes de l'office de tourisme qui répondent au quotidien avec les acteurs. Et au quotidien, dans nos ateliers, on sensibilise aussi des accompagnateurs en montagne, des pratiquants au niveau nautique, au niveau du nordique. Donc en fait, ça se diffuse finalement par les points de contact que tu peux avoir sur le territoire. Sur la station de Métabier, on est déjà confronté à un manque d'enneigement. Donc, en fait, la transition sur laquelle on se prépare, finalement, on la vit déjà. Et donc, les acteurs qui travaillent au quotidien, les moniteurs ou les accompagnateurs, ils s'organisent en fait du jour au lendemain. Ils ont déjà eu l'habitude de se dire on peut pas vous faire une sortie raquette, on peut vous proposer une sortie trail. Et on a des très bons retours en fait des touristes et des pratiquants qui viennent aux activités. Parce que finalement, ils sont contents, ils reviennent. Donc, ça n'a pas impacté la pratique. Mais, parce qu'il y a un mais quand même, au niveau des pratiquants locaux, le fait que eux, il y a vraiment cette identité neige. Quand le produit il n'est pas blanc, il n'est pas pur et qu'il n'y a pas vraiment toute cette neige, ils ont du mal à être présents. Donc, finalement, la problématique, c'est pas tant convaincre un touriste qui a déjà fait sa réservation, qui est sur place, et on saura lui proposer des activités pour lui faire plaisir. Oui, il y aura pas la neige, mais en fait, on peut lui expliquer. Alors que un pratiquant local, peut-être qu'il viendra pas sur la station s'il y a pas de neige. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille, on teste au quotidien pour voir ce qui peut fonctionner. Finalement, la transition de la station de Métabier, ce sera pas la fin d'une station pour une autre station. Ce sera surtout des acteurs, des humains qui vont coopérer ensemble pour imaginer une nouvelle activité, des nouvelles façons de faire, et pas qu'au niveau de la station. Ça va s'élargir. Et demain, ce sera pas que la station de Métabier, ce sera une station de montagne parmi d'autres activités touristiques et loisirs sur le territoire. Donc Philippe Bourdeau, enseignant-chercheur à l'université de Grenoble. Et donc j'ai participé à cet atelier en essayant de témoigner donc de ma pratique d'observateur des transformations du monde de la montagne, non seulement sur fond de changement climatique mais aussi de changement culturel, avec tous ces changements, toutes ces lignes qui bougent dans les métiers, dans la manière de réfléchir à la façon dont la montagne ne sera peut-être plus simplement un terrain de jeu mais sera aussi un territoire de vie, et dans laquelle le tourisme sera peut-être remis à sa place. Pour reprendre la métaphore de John Maynard Keynes, peut-être que on le mettra plus au volant, mais qu'on le mettra sur le siège arrière, le tourisme, et que ça sera une place qui sera annonciatrice de nouveaux équilibres pour une économie plus diversifiée, et puis peut-être pour aussi une habitabilité des territoires qui sera accrue, parce que là on a surtout raisonné en termes d'attractivité, et on voit aujourd'hui les limites de ce modèle, de ce paradigme, des limites en termes de bilan carbone, d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de conflits d'usage face à des pics de fréquentation qu'on appelle souvent du surtourisme, et qui se manifestent par des tensions, des conflits d'usage, des impacts sur l'environnement. Ça voudrait dire que les stations de montagne redeviennent des villages comme les autres ?
Alors des villages, il y en a certaines qui le sont restées, d'autres plus du tout, mais en tout cas qu'on raisonne sur des équilibres économiques, sur des équilibres culturels, et qu'on cherche plutôt peut-être des habitants permanents que des visiteurs qui viennent à coup d'avions à bas coût et de transport carboné. Un exemple ? Un exemple, moi j'observe partout dans les massifs de montagne l'installation de nouveaux habitants qui arrivent avec des projets de vie, qui créent des activités, qui mettent leurs enfants non seulement à l'école mais aussi à l'école de ski ou à l'école de VTT. Tous les massifs, les Bauges, le Vercors, la Chartreuse, sont dans ce cas-là. Ce sont les massifs que je cite sont de manière privilégiée en moyenne montagne parce qu'effectivement là il y a une économie encore diversifiée, il y a de l'agriculture. Et le changement climatique, d'ailleurs, peut-être amène de nouvelles potentialités pour faire pousser des choses qu'on ne savait pas faire pousser en montagne, et pour donc produire finalement de nouvelles représentations de ce qu'est la montagne. Pas seulement des pentes skiables ou des sommets grimpables, mais un univers de vie où on va essayer de travailler de nouveaux équilibres dans la relation à la nature. Alors là, on est devant les bons plans qui sont affichés dans la salle. Alors, on va commencer par les bons plans sur les outils. Voilà, alors dans les outils indicateurs d'évaluation qui ont été déposés dans les annonces, il y a des outils plutôt carbone qu'on retrouve comme le bilan carbone, les outils d'évaluation de l'ADEME. Après, les outils plus de concertation, donc l'idée d'aller créer des ateliers de co-concertation avec les habitants et les élus pour imaginer les villes de demain, les futurs souhaitables. Donc à la fois de l'outil et puis à la fois plus du relationnel. Je vois Antidote qui est un outil d'aide au déplacement en milieu de montagne. Qu'est-ce qu'on a ? Après, on a des documents plus institutionnels, documents directeurs comme les SRADET, les SCOT, les PLUI, donc des documents d'aménagement du territoire. C'est assez varié. On retrouve des démarches qui mettent en place plusieurs indicateurs, par exemple le Global Destination Sustainability Index qui a été choisi par différentes destinations et qui nécessite de répondre, de travailler sur 70 indicateurs, je crois, donc une démarche de progression continue. Et puis on voit qu'on a bien une trentaine de post-it, donc il doit y avoir plein d'autres choses intéressantes. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.